Salve omnes. Une question qu'on se pose souvent est savoir qu'est-ce que ressentent les autres, qu'est-ce qu'on éprouve en étant quelqu'un d'autre. Pourrons-nous les savoir? Est-ce qu'il y a une manière d'être certain de comment on perçoit l'univers, l'environnement, les autres individus? Plus encore, qu'est-ce que ressentent les individus d'autres espèces animales? Nous allons aborder ces questions et nous verrons de quelle façon nous pourrions savoir encore plus de comment tous les autres individus, voire des animaux d'autres espèces, perçoivent leur environnement. Je suis Mordi, je suis biologiste, je travaille sur la perception, l'apprentissage et la mémoire chez les animaux depuis 25 ans. Au début de ma thèse doctorale, j'ai commencé par la question: pourrons-nous savoir un jour ce que l'on ressentirait si l'on était un être d'une espèce différente? Une première approche pour répondre à cette question consiste à étudier les paramètres physiques des différents stimuli que les animaux sont capables de percevoir et d'évaluer. La discussion s'installe donc autour de la question si la seule connaissance de ces paramètres suffirait-elle pour comprendre de façon globale les sensations et les états mentaux des individus lorsqu'ils sont stimulés. Et donc, je dois commenter qu'est-ce que c'est un stimulus. Un stimulus est n'importe quel phénomène physique qui va impacter notre corps et auquel nous serons capables de répondre. La réponse peut être un comportement, la réponse peut être une réaction physiologique, c'est-à-dire du fonctionnement de notre corps. Pour étudier ça, simplement, on peut mesurer qu'est-ce qu'il y a autour de nous, si est-ce qu'il y a de la lumière, des sons, de la chaleur, du froid, de l'électricité, des objets qui choquent notre corps ou auxquels nous pouvons toucher. Tout ça, on peut les mesurer avec des instruments de mesure physique. Mais est-ce que ça suffit pour savoir exactement qu'est-ce que ressent chacun de nous? Si on se met à penser à ça, il faut savoir que ce qui nous entoure, ce n'est pas équivalent de ce que nous sommes capables de percevoir. Il existe par exemple des sons auxquels nous sommes insensibles, mais d'autres animaux sont capables de répondre tranquillement. On ne peut pas penser aux ultrasons ou aux infrasons. La même chose se pose avec la lumière. Il y a des couleurs comme l'ultraviolet ou les rayons infrarouges. Nous ne les voyons pas. D'autres animaux, par contre, oui, les voient. Donc, quand on se fait une représentation de l'univers, de notre entourage, ce n'est pas la même représentation en fonction de quelles sont les entrées d'informations que nous recevons. Cette représentation sensorielle de tout ce qui est autour de nous, on l'a donné le nom de Umwelt. Le mot Umwelt, qui en allemand veut dire environnement, correspond à la représentation de l'environnement que chaque individu peut construire à partir de sa perception. Donc pour nous, si on doit décrire par exemple une grotte, nous pourrons la décrire d'une manière visuelle et tout ça nous permettrait de décrire les premiers mètres depuis l'entrée, s'il n'y a pas un éclairage artificiel. Pour une chauve-souris, par exemple, une grotte avoir une autre description basée sur les échos de ces émissions vocales, car les chauves-souris vivent dans des grottes complètement obscures, mais peuvent tranquillement se repérer grâce à leur système sensoriel. Donc, connaître ces différences nous demande un effort supplémentaire si nous voulons savoir de quelle manière l'univers, l'entourage, l'environnement est représenté dans les systèmes nerveux, les systèmes de perception d'un autre individu. Et donc pour cela, ça ne suffit pas de mesurer les paramètres physiques, dire qu'il y a plus beaucoup de lumière ou peu de lumière. Il nous faut comprendre quelles sont les réactions des animaux, des individus, d'autres humains aussi, à chaque stimulation. Donc, si nous voulons avoir une représentation de comment sont les stimuli, comment sont perçus
lesquels sont similaires, lesquels ne sont pas similaires, nous devons étudier la réponse comportementale. Le comportement est fondamental si nous voulons savoir si quelque chose que pour nous est perçu comme similaire, pour quelqu'un d'autre l'est aussi. Si nous pouvons penser à la voix, par exemple, pour commencer à parler de son, pour nous, la voix de chaque personne est très facilement identifiable. Donc, nous pouvons dire deux voix sont clairement différentes et donc nous pouvons, pour nous, tous les sons qui correspondent à la voix humaine sont des sons qui sont très différenciables. Par contre, si on entend des oiseaux, des canaris par exemple, tous les canaris, pour nous, vont chanter dans des tonalités qui sont très semblables. Évidemment, pour les canaris, ces vocalisations qui servent à la communication sont bien différenciables, bien distinctes l'une de l'autre, ne sont pas équivalentes. Et peut-être, nous ne savons pas, les voix humaines sont plus regroupées. Et donc, de quelle manière pouvons-nous représenter cet espace de toutes les stimulations que nous savons recevoir d'une manière à pouvoir mesurer les degrés de similarité entre les différents éléments. Pour cela existent des méthodes qui nous permettent de le faire avec de la précision. Quand nous étudions la physiologie sensorielle et nous voulons savoir si différents stimuli sont similaires ou non similaires pour différents individus, voire pour différents animaux de différentes espèces, alors nous pouvons construire un espace dans lequel nous allons représenter les différents stimuli. Par exemple, imaginons la modalité sensorielle du son, la modalité auditive. Nous avons différents sons et quelques sons pour nous vont être perçus comme similaires et d'autres comme moins similaires. Ce qui pour les humains fait la similarité entre les stimuli sonores, c'est la fréquence des vibrations. Le son est basiquement une vibration qu'on produit dans l'air. Cet air va impacter dans nos oreilles et de là-bas, ces vibrations sont transmises à notre cerveau. Donc le cerveau va décoder d'une certaine manière les différentes fréquences de vibrations. Donc si le tympan, donc la membrane que nous avons dans l'oreille, vibre avec une haute fréquence, cela est perçu comme un son qu'on appelle aigu. Et au contraire, si le son vibre à une fréquence moins intense, on va percevoir ce son comme un son plus grave. Et donc, quand on fait de la musique, par exemple, les notes musicales ou les tonalités musicales vont de plus grave au plus aigu et nous pouvons faire la différence. Un exemple graphique clair de comment représenter ces stimulations sonores dans un espace, c'est un clavier d'un piano. Et c'est une représentation avec une seule dimension. Une seule dimension, un axe, une ligne droite sur laquelle on va placer les différentes fréquences de vibration. Et c'est ce qu'on fait quand on a construit les touches. Avec un clavier de piano, on va mettre les notes les plus graves sur la gauche, les notes les plus aiguës sur la droite. Et donc, si on a deux touches qui sont à proximité, on va percevoir ces sons comme plus similaires. Et si on touche une touche plus grave et une touche qui est à l'autre extrême du clavier, on va sentir que ces sons sont très dissimilaires. Et cela donc nous permet de mesurer les degrés de similitude entre les tonalités sonores, simplement mesurant la distance entre une touche et l'autre, c'est-à-dire entre la valeur de la fréquence d'un son et l'autre. Plus longue sera cette distance, plus différents seront les sons. Et ça, c'est une représentation graphique, spatiale, d'une modalité sensorielle. Ça nous suffit donc d'une seule dimension pour nous faire une représentation de l'espace perceptif de l'audition pour les humains. C'est pas pareil pour toutes les espèces des animaux
Mais cela, c'est une première représentation graphique. Et donc, les concepts que je voulais introduire, c'est le concept d'espace perceptif ou espace de perception. Dans ce cas-là, l'espace auditif humain qui peut être représenté avec une seule dimension. Et si vous aimez la nature, la science, l'environnement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un like si mes vidéos vous plaisent et bien sûr vos commentaires de tout type qui sont toujours bienvenus. Et qu'est-ce qui se passe dans d'autres modalités sensorielles? Par exemple, nous pouvons penser à la modalité visuelle et penser à la vision de la couleur. Donc nous avons dans nos yeux trois types de récepteurs visuels pour voir la couleur. Et donc ces trois types vont être sensibles à différents types de lumière, c'est-à-dire des lumières qui vont aussi être émises à des fréquences différentes. Et chaque récepteur de ces trois récepteurs de couleur a une sensibilité différente aux différentes fréquences d'oscillation de la lumière. Donc, chaque récepteur est principalement stimulé par un type de lumière et moins stimulé par d'autres types de lumière. Donc, c'est la combinaison de combien est stimulé chaque récepteur qui nous permet de voir une variété infinie et continue de couleurs. C'est un peu comme quand j'étais à l'école, par exemple, nous achetions souvent de la gouache, des peintures pour les cours de dessin, mais on n'achetait pas toute la palette. On achetait les couleurs primaires, donc on achetait rouge, vert, bleu, et à partir de là, nous devons faire des mélanges pour obtenir les verts, en mélangeant les jaunes et les bleus, ou les violettes entre les rouges et les bleus, ou quoi d'autre, on peut dire l'orange, les jaunes et les rouges. Tous ces mélanges, ces combinaisons nous faisaient des tonalités différentes, plus proches du rouge, plus proches du bleu, plus proches du jaune. Et d'une manière similaire, nous avons cet espace de perception visuelle de la couleur. Et donc, il existe des lumières qui vont stimuler un seul récepteur, ça c'est l'extrême, et existe des lumières qui vont stimuler deux, voire les trois, mais en proportions différentes. Tout cela nous permet donc de placer les stimuli les plus différents entre eux aux extrémités, comme une espèce de triangle, et donc nous avons trois points entre lesquels nous pouvons nous déplacer dans cet espace perceptif de la couleur chez les humains. Alors, si nous avons trois points dans l'espace, l'élément géométrique qui va les unir, c'est un plan. Et un plan est défini par deux dimensions. Donc, pour le représenter graphiquement, nous devons faire deux axes, une représentation cartésienne, pour représenter cet espace de la perception. C'est un peu plus complexe que la représentation des tonalités sonores. Une autre espèce animale très étudiée pour savoir comment se produit la perception, comment fonctionne le système nerveux et comment sont les réactions comportementales sont les abeilles. Et les abeilles aussi ont trois récepteurs de couleur, donc leur espace de la perception chromatique, la perception de la couleur, aussi doit être représenté avec deux dimensions. Quelque chose d'intéressant, c'est que les abeilles et nous ne voyons pas les mêmes couleurs. Nous voyons le rouge et nous ne voyons pas la couleur ultraviolette. Les abeilles ont des récepteurs de couleur ultraviolette, couleur pour nous inconnue, mais elles ne sont pas des visions de la couleur rouge ou presque pas. Donc, nous avons des espaces représentés à deux dimensions, mais la couleur que nous voyons n'est pas nécessairement la même. Donc, intéressant pour savoir qu'est-ce que pourrait ressentir l'abeille. Il nous faut donc étudier plus leur comportement pour nous faire des idées plus concrètes. Et ce qui m'intéressait à moi pendant la thèse en particulier, ça a été étudier l'olfaction. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas quels paramètres donner la similarité ou pas à l'odorat.
notamment chez les abeilles. Donc, nous pouvons nous-mêmes sentir différentes odeurs, différents parfums, différentes substances pures, et tant qu'humains dire ces substances sont similaires, ces substances ne sont pas similaires. Nous pourrions dire, on connaît parce que nous avons étudié la chimie et nous connaissons la structure de la molécule, donc on sait combien de carbone il y a ici, quels sont les différents groupes fonctionnels, comment est composée une molécule chimique. Ça, nous le savons des livres de chimie, mais les abeilles n'étudient pas la chimie. Et donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, deux odeurs soient similaires ou pas? Et cela, ce n'est pas une question anodine. Et combien de dimensions il nous faut, au moins, pour définir un espace de l'olfaction, pour savoir, pour pouvoir mesurer la distance entre les points correspondant aux stimuli, pour pouvoir étudier ça. Et donc, nous avons étudié ces questions et nous avons, par la première fois, défini un espace perceptif de l'olfaction pour un animal et nous l'avons fait avec des abeilles. Et cet espace de l'olfaction pouvait être représenté en réduisant beaucoup tous les paramètres pour avoir une représentation graphique. Nous avons besoin d'au moins 3 dimensions. Et ces 3 dimensions correspondaient, dans le cas des stimuli utilisés, à la longueur de la chaîne carbonée. Donc nous avons utilisé des substances qui ont des atomes de carbone enchaînés, linéaires. Et donc combien de carbone il y a? Si la molécule a 9 atomes de carbone, il y a quelque chose dans ces structures qui fait que l'animal les perçoit comme des molécules similaires. Et aussi, si la molécule a les mêmes groupes fonctionnels. Par exemple, s'il s'agit des alcools, s'il s'agit des aldéhydes, s'il s'agit des cétones. Tout ça sont des structures moléculaires qui vont définir d'une certaine manière l'odeur. Et en faisant des études du comportement qui ont demandé un grand effort, nous avons pu déterminer qu'est-ce qui fait que les odeurs soient similaires ou pas similaires. Et nous pouvons savoir maintenant, avec beaucoup plus de précision, que pour représenter les odeurs, il nous fallait beaucoup de dimensions. Et dans le cas de notre étude, 16 dimensions. Je n'irai pas dans les détails aujourd'hui parce que je voudrais vous raconter l'aventure qui a été déterminée cet espace, mais nous pouvons simplifier la représentation pour avoir de l'espace à 16 dimensions. Graphiquement, nous ne pouvons pas les représenter parce que l'espace physique est un espace à 3 dimensions. Nous avons réduit le nombre de dimensions à 3. Nous pouvons donc avoir cette représentation où, dans un axe, nous représentons la longueur de la chaîne carbonée, donc la taille, on va dire, de la molécule. Dans une autre dimension, nous avons la représentation des groupes fonctionnels, si ce sont des alcools, des aldéhydes, des cétones. Et quelque chose d'intéressant, c'est que, par exemple, les cétones, dans le cas des abeilles, apparaissent représentés séparés de tous les autres dans la 3e dimension. Mais cela, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Donc, pour répondre à la question que je m'étais posée au début de la thèse, à l'époque, je disais, on n'est pas capable de donner une réponse 100% certaine. Je pourrais le dire aujourd'hui, chaque individu est différent, la subjectivité existe, et si nous sommes d'espèces différentes, certainement, cette subjectivité sera encore plus différente, mais grâce à des études de comportement, grâce à une convergence d'approches scientifiques, nous pouvons nous faire une idée de comment l'univers qui entoure chaque individu, bien que d'espèces différentes, est représenté dans son système de perception. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous pourrons vraiment être certains de nous mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, plus encore, de nous mettre dans la tête d'un animal d'une autre espèce? Et je serais ravi, bien sûr, d'avoir vos avis, vos opinions, et de vous répondre. Et donc, nous pouvons avoir un beau sujet de discussion. Merci beaucoup et nous nous verrons dans une prochaine émission. Valete bene.